1967, l'écrivain William F. Nolan, assisté de George Clayton Johnson, vont écrire un roman à deux qui va devenir plus que culte, Logan's Run, ou Quand ton cristal mourra en France, qui les rendra célèbres. Identification. Nolan va aider au scénario de l'adaptation du film L'Âge de cristal et aidera à créer la série télévisée du même nom en 1977, suivant le succès du film bien sûr. Il signe aussi le scénario de Trauma de Dan Curtis et sera biographe des écrivains Ray Bradbury, Dashiell Hammett et Ernest Hemingway. Il a aussi publié des ouvrages sur des célébrités du cinéma comme John Huston ou Steve McQueen, ainsi que divers essais et ouvrages sur la littérature policière. Il y a foule, ça va être un beau carrousel. Il va écrire 4 suites à L'Âge de cristal, Logan's World en 77, qui me captiva enfant chez J'ai lu sous le titre Retour à l'Âge de cristal, puis non publié en France, Logan's Search en 1980, Logan's Return en 2001 et Logan's Chronicle en 2003. Il signera même un scénario afin d'adapter la nouvelle au Who Goes There en 1978 pour Universal, qui ne sera pas réalisé jusqu'en 1982 avec un autre scénario pour le film The Thing de John Carpenter. George Clayton Johnson, lui, écrit aussi de temps en temps et fait partie des scénaristes de la première version du film Ocean's 11. L'histoire dépeinte ici est terrible. Logan 5 fait partie d'une police d'élite, les Limiers, chargée de traquer les fugitifs qui essaient de s'échapper de la cité des Dômes. Après une guerre, cette cité fut construite pour apaiser les hommes et à l'âge de 30 ans, sont appelés pour le carrousel via un cristal qu'ils ont dans la paume de leurs mains. Le carrousel est un spectacle où les appelés s'envolent pour leur profond sommeil. En réalité, ils sont désintégrés, la cité contrôlant ainsi les gens et évitant la surpopulation en leur faisant croire à une renaissance. Certains refusent cette approche et essaient de s'enfuir malgré le risque de radiation au dehors, soi-disant, et forment une petite coalition mais sont recherchés et chassés en permanence. Logan, un limier, va rencontrer Jessica et va avoir comme mission par l'ordinateur central de s'enfuir avec elle et va vite comprendre la terrible vérité cachée de cette ville maudite. Pas mal de différences avec le livre, comme le monde entier sous un dôme, là seulement une ville, l'âge est réduit à 21 ans dans le livre et sans carrousel, ils vont dans des chambres de profond sommeil et une mort douce les y attend, moins de couleurs du cristal sur la main, le pistolet des limiers est un 6 coups classique de western avec des balles différentes, explosives, gaz et têtes chercheuses par exemple, et tout est contrôlé par un ordinateur comme dans le film là par contre. Mais il n'y a rien à l'extérieur. Vous trouverez le sanctuaire et vous le détruirez. L'ordinateur s'appelle le penseur. Le sanctuaire existe, mais sur Mars, alors que dans le film, comme dans la série, c'est une allégorie sur le monde libre. La Metro-Goldwyn-Mayer va louer 9 millions de dollars, une somme à l'époque produite par Saul David qui espère avec les écrivains en faire une trilogie et malgré les libertés prises, le film sera un succès. Michael Anderson est engagé pour le réaliser, il sait gérer les grands films comme Le Tour du Monde en 80 jours en 1956, Opération Crossbow, Le Secret du rapport Killer, le fameux et involontairement drôle Doc Savage et après L'Âge de cristal va réaliser Orca. Starting with new ideas and technology of this scope and making them come alive is a challenge to director Michael Anderson. Trying to define what a 23rd century utopia is. It's one of the most interesting things of the preparation of this film that's come up. Ça vit comment un limier? De façon un peu différente du commun des mortels, mais je t'assure que nous éprouvons les mêmes désirs. It's constantly an exciting day's work to come here every morning and create something that has not been done before. In the MGM workshops, a 23rd century maze car evolves from blueprints. Ingenious sets that depict the physical trappings of a future environment. Later, they'll be moved onto huge sound stages. Il comporte une table pivotante et un cryojecteur incorporé. Il travaillera aussi sur la mini-série adaptée de Ray Bradbury, Les Chroniques martiennes. Il va nous donner tout simplement ici un chef-d'œuvre de science-fiction, pour ceux qui peuvent se rendre compte du choc du film à l'époque, avec des décors exceptionnels comme les peintures sur verre et les maquettes. He describes how this effort is being welded together. My job is to take all of their imaginations plus mine and channel them into a straight line, but it's only such a team.
Mais c'est une fugitive. Elle est condamnée. Termine-la. As we have gathered together to make this film, that gives us the reward of seeing something that we haven't seen on the screen before. And cut it. Not bad, once more please. Georges Pal avait essayé en vain d'adapter les romans en 1969, mais comme dans le livre, avec un monde ouvert, ce qui a mené un budget explosif de 100 millions. La cité fermée, bien moins chère, fut vite adoptée. Les responsables des effets spéciaux, L.B. Abbott, qui avait travaillé sur Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise, La planète des singes de Franklin J. Schaffner, L'aventure du Poséidon de Roald Nim ou La tour infernale de John Guillermin, tous deux produits par Irwin Allen, et un paquet de séries comme Au cœur du temps. Visual effects wizard Bill Abbott aims for the highest possible fidelity and credibility. Cinematographer Ernest Laszlo has an opportunity to experiment with innovative lighting. Et assisté de Glenn Robinson, qui lui s'occupera du Planète Interdite de Fred M. Wilcox, Tremblement de terre de Mark Robson, Le King Kong de John Guillermin et tant d'autres, qui vont devoir se décarcasser pour la scène la plus difficile à faire, celle du carrousel. Il faut en effet cacher au mieux les fils qui font s'envoler les futures victimes de la Renaissance, mais bon, en HD c'est visible, il faut quand même le dire. Film envisions an attempt at life renewal in the 23rd century through a mystical liturgy witnessed by thousands of younger spectators in a jammed arena. To film the event, an enormous amphitheater has been constructed with a rotating carousel. The cameras photograph the action from all angles to give the audience realistic points of view during the ride. Des hologrammes seront créés. Il n'y a pas de sanctuaire. Chris Outwater, one of America's leading scientists in the field of lasers and holograms, produces new light and image techniques. Tous les fugitifs gelés, il n'y a pas de sanctuaire. A great many experts work long and hard to construct the world of the future. Et le robot, Robox, sera simplement un acteur dans le costume, mais ça c'était facile à deviner. Eh bien, allons-y, quand vous voudrez. Je suis programmé pour ça. Ils remporteront quand même un Oscar pour le film. Les objectifs grand angle seront utilisés et L'Âge de cristal sera le premier film à utiliser la stéréo sur du 70 mm. La maquette de la Cité des Dômes sera créée sur plusieurs plateaux, 9 en tout, et une des plus grandes maquettes créées. N'oublions pas la musique bien sûr de Jerry Goldsmith dont je parlerai un peu plus tard. Il y a eu quelques visions tests qui entraîneront des coupes ou rallonges sur certaines scènes, comme la scène où Robox veut sculpter les corps en glace de nos héros, mais qui montre beaucoup trop de nudité. De même, en début de film, Francis tuait un fugitif. Les limiers tuent donc ces fugitifs avec une arme impressionnante et qui fonctionnait, crachant des flammes réelles et dont le bruit significatif était basé sur une lampe à acétylène et qui utilise du carbure de calcium et de l'eau entièrement créé par Fred Kramer qui démarchait les studios pour vendre son invention. 16 exemplaires furent construits pour 24 000 $ et sécurisés, c'était une obligation du contrat, que l'acteur Michael York aura quand même un petit peu d'utiliser durant la durée du tournage. Parfois, sur certaines scènes, on voit une petite grimace. 25 millions de dollars de recettes rien qu'aux États-Unis, les suites auraient pu être mises en route, seulement voilà. La CBS va racheter les droits pour adapter les livres en série télévisée et William F. Nolan et Saul Davis commencent à écrire le pilote, mais de fortes dissensions contre CBS vont faire que les deux hommes vont quitter le navire et la série ne donnera que 14 épisodes. Un échec, mais pas pour la MGM, qui grâce à ce film, associé à Monde Ouest et Shaft, sera sauvé de la faillite, plus les 5 millions du rachat des droits du film pour la télévision. Et ma ration de vie. Question. Et ma ration de vie. Ça va les enfants. Fini la récréation.
Michael York est donc Logan V, un limier fugitif, acteur anglais extraordinaire, vu dans plusieurs rôles, comme Les Trois Mousquetaires de Richard Lester, L'île de Dr Moreau de Don Taylor, Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumet, ou Au nom de tous les miens de Robert Enrico, voire Austin Powers de Jay Roach, et qui va apparaître dans la série Babylon 5. I play a character called Logan in the film. Now Logan is what's called a Sandman. In fact, he's a policeman, but a very elite policeman. They belong to a force almost like the SS that control this society. Aujourd'hui, je refuse la mort. Je veux vivre. Aide-moi. Ici, il commence comme étant un complice du système mis en place, il s'éclate même à buter du fugitif, seulement voilà, Jessica Sis va rentrer dans sa vie et va vite en tomber amoureux. Seul problème, elle fait partie de cette résistance et donc peut être considérée comme une fugitive. Fugitif, c'est la dernière porte. Tu vas te servir de ta clé. Ouvre la porte. Logan se rend compte, grâce à elle, du gros mensonge que la ville donne à cette cité soi-disant idéale et va fuir avec la femme qu'il aime. Son meilleur ami sera tué une fois que le mensonge de la cité est dévoilé et ils sortiront tous dehors. Philippe Etès est à sa voix française. Comment as-tu eu ça? Je l'ai trouvé sur un fugitif. Ensuite, tu l'as tué, avoue-le. Pas de Logan donc sans Jessica, fugitive et icône sexuelle fabuleuse à l'époque, jouée par la formidable et parfaite Jenny Agutter, femme forte et fragile à la fois, qui assume le désir qu'elle a pour Logan, loin d'une potiche classique. I'd seen her work both at the National Theatre, for example, and in the movies. Jen is extremely experienced. I mean, she's very young, but she's extremely professional. Pourquoi c'est mal de fuir? I play a girl called Jessica, who is living in the 23rd century, in a society where everybody lives to the age of 30 and no longer. There are no responsibilities. And Jessica, I think, feels that there should be some more quality to their life and something else. Son cristal clignote. Il voudrait fuir. Sa robe est très, disons qu'en HD elle ne cache rien, d'ailleurs ça ne cache rien à personne, et va rester avec Logan, découvrant en même temps que lui, le monde vivable à l'extérieur. À l'extérieur? Exposé? Oui, pourquoi pas? Jenny Agutter est une actrice dont beaucoup vont tomber amoureux sur des films comme Écouilleuse de Sidney Lumet, mais surtout Le Loup-garou de Londres de John Landis en infirmière amoureuse de notre loup. On l'a aussi vu dans L'Aigle s'est envolé de John Sturges, Chucky la poupée de sang de John Lafia, Darkman de Sam Raimi en doctoresse sans empathie pour notre héros brûlé, et Avengers de Whedon ou Captain America le soldat de l'hiver des frères Russo. Ça nous arrive à tous de faire une folie. Personne ne sait sauf moi et je ne dirai rien. Francis Sett est le meilleur ami de Logan, un chasseur implacable qui ne veut pas admettre que son ami puisse devenir un fugitif. C'est le génial Richard Jordan qui le joue, impeccable encore, assez barré par la jouissance qu'il a de tirer et annihiler les fugitifs. Tu entends ce qu'il dit? Fuis! Co-starring in the film is Richard Jordan. Richard! Cut it. Now he comes forward. Richard's a marvelous actor, one of the most exciting young actors that I've seen around for a long time. Ils se sont fait assassiner, mais il m'a pas dit pourquoi. He's got a tremendous kind of vitality and passion about him, which is terrific to play with. Lots of nervous energy, almost Brando-esque. Where'd they go? The Sandman and his grief. Didn't you see them? Nous étions des amis. Je t'ai couvert. Il veut bien sûr ramener Logan sur le droit chemin auquel lui croit, mais sans jamais y arriver. William Devane fut envisagé pour le rôle, mais préféra tourner pour Alfred Hitchcock Complot de famille en 1976. Maintenant, je dois t'exécuter. Je vais te terminer. Richard Jordan avait ce charisme indéniable des grands acteurs dont on se rappelle pour son travail intense, comme dans le Yakuza de Sidney Pollack, le Dune de David Lynch en Duncan Idaho, Un été pourri face à Kurt Russell, réalisé par Philippe Borsos, À la poursuite d'Octobre Rouge de John McTiernan, Parfait ou en grand méchant de Time Bomb David Necher. C'est Bernard Allan qui le double en français. Peter Ustinov, oui, le Hercule Poirot du cinéma, va jouer le vieil homme, ce qui va choquer nos héros et la cité n'ayant jamais vu une seule personne âgée de leur vie. Un homme qui vit avec ses chats, tranquillement et un peu à la ramasse, il faut le dire, vivant dans un Washington apocalyptique, seul depuis des années. Je peux voir votre main? Oh, c'est ravissant.
Seul un acteur de cette trempe peut montrer le sentiment qu'il envahit à la vue du monde du dôme qui sort devant lui, étant resté seul tant de temps. Que dire sur cet acteur délicieux parlant plusieurs langues et se doublant sur certains films, mais pas ici puisque c'est le grand Roger Carrel qui s'y colle. D'origine russe, il s'installe en Grande-Bretagne dans les années 20 et va utiliser le métier de journaliste comme couverture pour ses activités au profit de l'Allemagne. En 1935, il passe au service du MI5 puis du MI6 pendant la Seconde Guerre mondiale et va être engagé dans les commandos où il rejoint à sa demande le service cinématographique des armées et va faire la connaissance de David Niven. Bonjour. En échange, vous aurez mon plus beau chat, mon préféré. Celui-ci, chargé tout d'abord de tenir un film de propagande, va faire de Peter Ustinov son ordonnance et il sera naturalisé britannique. En 1951, il joue un fabuleux Néron dans le Quo Vadis de Mervyn LeRoy, va jouer dans Les Espions de Clouseau, Spartacus de Kubrick, Le Fantôme de Barbe Noire de Robert Stevenson pour Disney, pour les plus jeunes d'entre nous à l'époque, et deviendra Hercule Poirot sur Mort sur le Nil de John Guillermin, Meurtre au soleil de Guy Hamilton et Rendez-vous avec la mort de Michael Winner, suivi de 3 téléfilms où il reprend son personnage avec Un couteau sur la nuque, Poirot joue le jeu ou Meurtre en 3 actes. J'étais prêt à vous recevoir. Poisson, plancton. Roscoe Librand, lui, incarne Robox, robot très rigide s'il en est, doublé de psychopathe. Il vit dans une caverne de glace et il garde les corps des fugitifs qui ont réussi à s'échapper dans la glace et clairement le robot qui date le film. Les scènes avec lui seront coupées pour beaucoup, la nudité ayant été fortement filmée et montrée, la MGM préférera se censurer. Un acteur à la voix profonde comme James Earl Jones, vu dans énormément de séries et quelques films. Des cheveux noirs. Oui. Holly suggère des cheveux noirs. Farrah Fawcett, l'amour de ma jeunesse, ma vie, incarne Holly 13 qui va assister notre Logan dans une séquence de laser impressionnant pour de la chirurgie esthétique. Un petit rôle mais dont on se souvient par ce sourire légendaire qui continuera à nous obséder longtemps. Voici le perfectionnement. Cicatrisation instantanée, aucune sensation. Elle est connue pour son poster qui s'est vendu à des millions d'exemplaires et bien sûr son rôle de Jean Monroe dans la série Drôle de dame. Il était très pressé. Il ne voulait que le visage et j'ai suggéré des cheveux noirs. Plusieurs films à son actif, dont le film de science-fiction de Stanley Donen, dont j'ai parlé, Saturne 3 avec Kirk Douglas, Harvey Keitel et un robot qui veut la ken. Elle est nommée Farrah Fawcett Major sur le générique, mariée alors Ali Majors. Et ensuite, il a tué le docteur, elle s'est jetée sur moi, l'appareil a explosé, puis j'ai couru. Janine Fornet est à sa voix française. Une très bonne VF ma foi, mais dont je privilégie toujours la VO plus impactante, d'autant qu'elle est en 5 points sur le Blu-ray américain qui n'existe plus malheureusement, alors que la VF était en mono. Jerry Goldsmith encore, et c'est tant mieux, ici dans une de ses spécialités, l'expérimentation. Une approche à la fois traditionnelle en musique de blockbuster et vraiment étrange avec ses synthés, on peut le dire plutôt kitsch, mais moi j'adore ça, vraiment typé années 70. Cette musique électronique définit la cité des dômes et c'est par elle que le film débute avec ce long plan sur la maquette de la ville, vue de l'extérieur et qui fera rêver pas mal de générations. Les trompettes vont prendre le relais avec le thème principal, 6 notes parfaites, que l'on entendra tout au long du film, où le maître musical expérimente de façon électronique la grande scène du carrousel, comme une petite musique de manège, rendant le moment encore plus étrange. Plus le film avance et plus la musique devient orchestrale, comme la chasse aux fugitifs, et le mystère prend le pas sur l'ambiance. Quelques cordes soulignent l'emprise de la cité sur ses habitants et quelques notes vont nous donner un aperçu de ce qui deviendra le love theme de Logan et Jessica, exemple typique du talent de Jerry Goldsmith, un de ses meilleurs morceaux. Une musique superbe, une écriture très avant-gardiste, comme le compositeur l'avait fait sur le Planète des singes de Franklin J. Schaffner, où les dissonances et les cordes sombres vont exploser avec la fuite des deux héros vers le monde extérieur. Pour le passage chez le chirurgien esthétique, les cordes montent en puissance, la musique devient complètement brutale avec ses rythmes et changements de mesure démentiels.
Le climat d'oppression du film est complètement abouti dans la musique, avec un savoir-faire des compositeurs par ses maîtres dans l'écriture orchestrale et la manipulation de ses différentes couleurs sonores. La musique devient lyrique, libératrice, triomphante quand il se retrouve à l'air libre et ce nouveau ou ancien monde à découvrir. Dans ce passage, la musique d'ailleurs est plus légère, interrompue avec Francis sur leurs traces, mais un orchestre qui semble libéré de l'oppression de la cité. Le love theme viendra dans son entièreté sur les morceaux The Monument avec flûte, harpe et cordes dont l'ambiance angoissante a complètement disparu. Le thème de l'extérieur définit la beauté de ces monuments à l'abandon et la nature qui a repris ses droits. The Truth, bref, mais dont l'exemplarité musicale de Jerry y est dans son plus bel atout musical, tout en tension et brutal, voire enragé sur You Renewed, lors de l'affrontement entre Logan et Francis, où l'orchestre se déchaîne et dont la violence de la musique prouve la culture et le talent du monsieur. Le retour à la cité se fait plus calme et les synthés reviennent comme les cordes très rapides. Et après la destruction de l'ordinateur, le calme et la paix finissent parfaitement la partition où le love theme explose musicalement avec la libération de la cité et la découverte du vieil homme et lui, tant de gens en face de lui. L'écoute y est libératrice, humaine et bien sûr, avec nos deux héros ayant réussi, pleinement romantique et l'on finit sur du grandiose. Une musique donc à la fois étrange, majestueuse et d'une violence brutale et efficace, Jerry Goldsmith démontre encore un savoir-faire unique et parfait, peut-être pas pour toutes les oreilles, mais bordel, quelle œuvre, quelle musique, quel travail d'un homme qui n'aura jamais cessé de repousser ses limites jusqu'à atteindre la perfection de son sujet, c'est immense. La musique sortira chez MGM Records et B-Cities, puis Chapter 3, couplé avec Coma, FSM Film Score Monthly ensuite, et la Water Tower Music Archive Collection, que du bonheur, vous avez le choix. Les univers dystopiques et soi-disant utopiques fascinent souvent dans la science-fiction et notamment si derrière tout cela, de vrais vilains œuvraient dans l'ombre. Ici, un ordinateur. De même, années 70 oblige, la libération sexuelle, l'hédonisme, la drogue font aussi partie du film, comme l'euthanasie, l'individualisme et la surpopulation. Un film qui certes a vieilli, mais très intelligent sur ses réflexions toutes fascinantes. Le cristal est éteint! Dernier jour. Les Capricornes, 29. Plusieurs comics de chez Marvel adapteront l'univers, 7 volumes en 76 par exemple, publiés en France dans la revue petit format Eclipso des éditions Haredi Artima en 78. Un remake fut plusieurs fois mis en chantier sans jamais arriver à lancer la chose, heureusement. Michael Bay avait fait un The Island qui y ressemblait fortement. Bryan Singer fut souvent attaché au projet, dont Joel Silver détenait les droits, puis d'autres réalisateurs comme Joseph Kosinski ou Nicolas Winding Refn, mais qui n'y arrivèrent jamais. Un film compliqué à voir aujourd'hui pour certains, mais à l'ambiance folle en matière de science-fiction qu'il ne faut pas hésiter un instant, il faut ouvrir vos chakras aux années 70. Le casting anglais et l'approche de son réalisateur qui ne l'est pas moins amène le petit plus qu'il fallait et la première heure est juste absolument démentielle, tout ce qui se passe dans la cité des Dômes en fait. Certains trouvent que le film se traîne en longueur sur la deuxième heure, ce n'est pas le cas puisqu'il découvre un nouveau monde, rien de plus normal, apocalyptique en plus et un air qu'il pensait irrespirable. Le film est daté sur certains effets, mais pose beaucoup de questions intéressantes sur l'humanité du pire au meilleur. La scène du carrousel où la musique de Jerry Goldsmith emporte le film avec un visuel impressionnant et des costumes inoubliables, peut être la scène le point d'orgue qui pose la base de ce monde de dingue. Un film sombre et pessimiste comme la science-fiction nous en donnait beaucoup alors, jusqu'à l'année d'après, où George Lucas et son Star Wars changera la donne, une science-fiction qui était intelligente, qui posait des questions, et malgré sa datation au carbone 14, pour certains en tout cas, nous fait passer un très bon moment. Moi je l'avais vu jeune, je le regarde avec mes yeux d'alors sans jamais voir passer les 2 heures du film, un incontournable 6 poils sur 6 obligatoire. Voyons maintenant où la série nous a menés.
Adapté au cinéma en BD, il ne manquait donc que la télévision. Les livres cartonnent dans le monde, considérés comme bien meilleurs que le film. Et donc la série arrive, mais y a-t-il matière à faire des sous? Le feront-ils de la bonne façon? Fugitif! Ne tire pas, Logan! Une œuvre clairement bâtie sur les problèmes de son époque, la libération sexuelle, la guerre du Vietnam, et j'en passe. Et profitant du succès du film, Nolan va nous écrire Logan's World en 77 et Logan Search en 80 donc. William F. Nolan et Saul David sont engagés par les producteurs Ivan Goff et Ben Roberts en 77 pour écrire un pilote d'une série, les deux hommes ayant déjà à leur actif Mannix ou les Drôles de Dames et n'y connaissent absolument rien en science-fiction. Tu sais comment je m'appelle ? Plus tard vont les rejoindre un producteur exécutif, Leonard Katzman, qui lui produira Les Mystères de l'Ouest, Hawaii Police-État et surtout Dallas. Revenons au pilote écrit pour 1h30, ils vont nous refaire vite fait le film en mode accéléré et même utiliser quelques stock shots des scènes du film afin d'éviter de devoir payer des effets spéciaux coûteux et changer quelques noms ou numéros en version française. Notre héros en effet est Logan 23 alors qu'en VO il est bien Logan 5 et va retrouver Jessica 6, pas de changement pour elle. Logan, tu es un traître! Ils vont devenir fugitifs très rapidement, bien sûr, vont rencontrer un androïde, Rem, et se prendre d'amitié pour lui, ce qui sera un atout non négligeable pour les sortir du pétrin, voire l'inverse. Oui, dans un sens, ils sont un peu mon œuvre, bien que ça ne soit pas très flatteur. Alors poursuite, Francis XIV, Francis VII portant dans la VO, ayant comme motivation de devenir un membre du conseil s'il les ramène vivants. C'est à cause de cela que la rupture sera définitive entre le créateur-écrivain et le producteur du film, le message de l'asservissement par les machines et l'âge de 30 ans n'étant pas de leur goût, et le conseil constitué de personnes âgées n'a ni queue ni tête et est ridicule. Tout le monde va au carrousel à 30 ans. Ah non, pas tout le monde. Pas les sages qui contrôlent la cité. Les épisodes restant seulement 13 n'auront aucun réel lien avec l'histoire en plus, si ce n'est la recherche du sanctuaire qui ne sera jamais trouvé puisque la série sera vite annulée. Ils vont donc aller d'aventure en aventure sur une planète désolée, voire en ruine, mais très californienne, il faut le dire. Ils rencontreront des races extraterrestres, voyons, des survivants à l'Holocauste, ça c'est normal, avec le Francis collé à leur basque. Des scénarios assez conventionnels malheureusement, ce qui n'empêchera pas les gosses que nous étions de nous délecter de cette série parce que nous étions en mal de science-fiction, nous dévorions tout ce qui était fantastique, du bonheur dans un véhicule sur coussin d'air, même si on voit les pneus, construit taille réelle, était un réel fantasme. Des scénars constamment réécrits par les deux producteurs cons, n'y connaissant donc rien en science-fiction, et suivant la trame des séries américaines comme Le Fugitif, ce qui n'a absolument rien à voir avec le thème. Reste qu'à revoir aujourd'hui, même la mélancolie disparaît peu à peu devant la rigidité répétitive de chaque épisode. Découverte, danger, délivrance. Au départ, 350 000 $ par épisode sont prévus, ce sera finalement 150 que la série recevra par épisode, CBS économisant partout. Les personnages ne sont en plus que peu exploités, pas ou peu d'amour entre Logan et Jessica, et si l'on veut être franc, seul Rem tire vraiment son épingle du jeu avec son humour et sa bienveillance. Logan et Jessica s'embrasseront quand même, mais de manière obligée par une manipulation dans l'épisode Carousel, un des meilleurs de la série où Logan perd la mémoire et revient à la cité des Dômes, reprenant son travail de limier. Il faut attendre l'épisode suivant, Des Ombres dans la Nuit, pour qu'enfin Logan 23 déclare sa flamme à Jessica 6 et lui donne un vrai baiser. À partir de là, les deux héros assument plus leur tendresse l'un envers l'autre, comme une petite tape administrée par Logan 23 sur les fesses d'une Jessica 6 complice, quand celle-ci monte dans l'aéroglisseur dans le dernier épisode, Installation interstellaire. Mais c'est trop tard, la série s'arrête. Logan s'est enfui. Envoyez une TZ de patrouille au 4e cadran, alertez les limiers du niveau 2. Nolan essaya quand même d'écrire un script en collaboration avec Denise Hutchinson sur une secte adoratrice des reliques d'un musée considérant les anciens présidents comme des dieux, le titre Les Dieux du Tonnerre, mais ne fut jamais tourné, ça aurait dû être le 15e. Nolan expliquera plus tard que Rem était une idée de son fait, comme la Cité des Dômes, et expliqua que la série et les péripéties des héros étaient sans saveur et s'éloignaient trop de ce qu'il avait créé au départ, et que tout s'essoufflerait très vite, voire trop vite. Il avait raison.
Ce sera donc effectivement le cas, la série est annulée au bout de 14 épisodes, les audiences étant au plus faibles, et certains grands scénaristes de la télévision, comme DC Fontana, qui va travailler sur Star Trek La Nouvelle Génération, Deep Space Nine, L'Homme qui valait 3 milliards, Kung Fu, Bonanza et un paquet d'autres, et David Gerrold, écrivain de romans et scénariste sur Sliders, SOS Phantom, la série animée de 86 ou La 5e dimension, vont écrire pour la série, mais sous un faux nom, détestant littéralement ce qu'on leur demandait. Cela reste une série que l'on regarde avec plaisir, mais qu'il faut regarder avec parcimonie, comme une amie, et ne surtout pas s'enfiler tous les épisodes d'un coup au risque de s'en trouver frustré. Pour les diffusions françaises, ce fut Antenne 2 qui assura la diffusion de la série les dimanches après-midi, rappelez-vous, à partir du 17 septembre 1978. L'Âge de Cristal fut ensuite rediffusé plusieurs fois sur la chaîne durant les vacances d'été. Gregory Harrison sera donc Logan, un acteur charismatique que l'on verra au cinéma dans le Razorback de Russell Mulcahy et jouera dans un nombre incroyable de séries et de téléfilms, et c'est Pierre Arditi qui le double parfaitement comme il l'avait fait sur le Superman de Christopher Reeves. Il est toujours très aimable, Gregory assiste aux événements concernant la série et reste souriant pour les événements et fans du show. Heather Menzies est notre belle Jessica d'origine canadienne. Son premier film sera La Mélodie du bonheur de Robert Wise, rien de moins, aux côtés de Julie Andrews. Puis Hawaii, toujours avec Andrews, est réalisé par George Roy Hill. On la verra dans L'Ordinateur en folie de Robert Butler, un film Disney, et Le Piranha de Joe Dante, et en série un nombre incalculable de titres. Au mois de novembre 2017, par contre, les médecins découvrent qu'elle est atteinte d'une tumeur au cerveau et meurt un mois plus tard. C'est Francine Néné qui la double parfaitement. Rem, notre androïde préféré, est interprété par Donald Moffat, bienveillant et drôle, avec ses transistors et ses démembrements heureusement réparables. Votre idée est excellente. Celle de partir, je veux dire. Il devait s'appeler Homo au départ pour Operational Machine Organisme, mais fut heureusement changé très vite. Un acteur génial, doublé par le grand René Berriard, qui est parfait et très proche de sa voix en VO. Au cinéma, il aurait été Gary, le chef de la station polaire dans The Thing de John Carpenter, Lyndon B. Johnson dans L'étoffe des héros de Philip Kaufman ou le président corrompu des États-Unis dans Danger immédiat de Philip Noyce d'après Tom Clancy, et j'en passe, comme à la télévision où il a été très prolifique. Logan 23. Qui te l'a dit ? Le pilote est très bien, mais comporte son lot de bévues et de bêtises avec la date en version française seulement, situant l'action en 2118, début de la guerre, alors que c'est en 2319, ce qui fait un gros trou temporel quand même. Pas de cristal pour les habitants du Dôme dans la paume de la main, sauf sur la scène du carrousel venant du film, et ce cristal sert à traquer les fugitifs normalement. On peut donc légitimement se poser la question de comment ils font dans la série, d'autant que Francis en plus est un tracker. Je ne comprends pas. A noter par contre dans le centre de commande, un jeune Michael Biehn en figurant. Alerte, un fugitif en direction du 4e cadran. Interceptez-le. Ils sont sortis du secteur, on ne peut plus les capter. Je l'avais quand j'ai échappé au limier. Au limier ? Ici, dans le sanctuaire ? Les collectionneurs, deuxième épisode, n'a absolument aucun intérêt avec ces extraterrestres kidnappant nos deux héros en leur faisant croire qu'ils sont au sanctuaire. C'est chiant et sans intérêt. Ah, très bien, excellent. Ils sont tout de même plus forts que je ne pensais. Un étrange chasseur, lui, sur la base des chasses du comte Zaroff, toujours sympathique, une histoire comme on les aime, avec Borden qui chasse les humains pour le jeu avec sa femme. Rem y est d'ailleurs très drôle et très bien. Vaut mieux que d'avoir à vous supporter. La crétinerie congénitale de ce tas de ferraille et de boulons est foudroyante. Allez où ? La fille du temps raconte l'histoire de Fidèle, jeune fille cachée seule dans un temple avec deux robots. Elle va tomber amoureuse de Logan et essayer par là même de tuer Jessica. C'est une toute jeune Lisa Eilbacher, copine d'Axel Foley dans le premier Flic de Beverly Hills, qui va jouer la demoiselle. Fantastique. Ça a marché.
L'homme venu d'ailleurs est un des meilleurs épisodes où nos héros vont rencontrer David Hickins, interprété par Paul Shenar, un acteur connu pour ses rôles dans de grandes séries et au cinéma, quelques rôles cultes comme la voix de Jenner dans Brisby, Alejandro Sousa dans le Scarface de Brian De Palma, Paulo Rocca dans Le Contrat de John Irvine ou Pacte avec un tueur en David Matlock, une sale ordure, dans le film de John Flynn avec Brian Denny et James Woods, dont vous avez les vidéos pour tous ces titres sur la chaîne. Arrêtez! Quel est ce sacrilège? Le personnage arrive d'avant la guerre et essaie de l'arrêter, et l'on va apprendre le pourquoi du comment de cette guerre grâce à l'histoire écrite par Noah Ward, mais de son vrai nom, David Gerrold. Je vous interdis de profaner cet hôtel. Vous êtes venu au sanctuaire à la recherche de la vérité. À noter la présence aussi de Mel Ferrer, acteur extrêmement connu et qui essaie de préserver son domaine. Vous êtes troublé, on dirait. Le bien et le mal, où nos héros vont rencontrer une société qui a créé une ville où les gens sont ultra positifs. Comment me direz-vous? Eh ben, je vais vous répondre en mettant le corps d'une personne dans une machine qui va le dupliquer. L'un des personnages devient sauvage avec des instincts primitifs et l'autre positif. Peu d'intérêt si ce n'est la participation du grand William Smith. Non, pas frère, non. Oh, je vous en prie. Et oui, le papa de Conan dans Conan le Barbare dans le film de John Milius, l'infâme Falconetti dans Le Riche et le Pauvre et tant d'autres. À ses côtés, Kim Cattrall, actrice connue pour son rôle dans la série Sex and the City, mais que nous, fans du maître, avons aussi apprécié sur le film de John Carpenter, Les aventures de Jack Burton dans les grilles du mandarin. Si les doses sont trop petites, vous nous condamnerez tous les 6. Va suivre l'épisode L'Acride, bien moins bon, avec encore un espace clos et qui joue un côté Agatha Christie. En effet, nos héros trouvent les personnes congelées en état d'hibernation, mais congelées c'est plus drôle. 3 hommes, 3 femmes protégés pour repeupler la Terre. Mais dans ce groupe, un des leurs commence à tuer tout le monde puisqu'ils peuvent mourir d'un virus et que la fiole contenant l'antivirus qui peut les soigner ne peut en sauver que 3. C'est très mou du genou, c'est sans grand intérêt, si ce n'est la participation de Christopher Stone que l'on verra notamment dans Hurlement de Joe Dante où il ken une louve devant un feu. La loi de la peur, certains adorent, d'autres s'en foutent. Un épisode sur un asile tenu par des scientifiques qui essaient de comprendre et de gérer la peur. De l'action, heureusement, Logan y est très bien. Vous les avez laissés échapper. Je suis désolé, je n'ai pas pu les en empêcher. Et l'on pourra reconnaître Jared Martin, le Dusty Farlow dans la série Dallas. Mais nous nous connaissons? Oui, tu es Jessica, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, je m'appelle Al 14. Suit Opération Judas, voilà un bon épisode où nous voyons un limier, Joseph 8, tuer un fugitif, Al 14 dans la cité des Dômes. Joseph va être choisi pour changer d'apparence et devenir Al 14 et ainsi tout faire pour convaincre Jessica à l'extérieur qu'il connaît bien de revenir à la cité des Dômes pour mener la révolution. Bon, il faut quand même savoir qu'on en est au 9e épisode et Al les retrouve très très vite, comme de par hasard. Et bien sûr, ils vont tomber sur le premier fugitif, Matthew 29, qui fait de personnes primaires des serviteurs pour lui-même et ne veut plus les laisser repartir. Si vous allez vous battre contre la Cité des Dômes, combien de chances de vous en sortir vivant pensez-vous avoir? C'est quand même sympathique, c'est rythmé, et en plus il y a Lance Legault en Matthew, vu dans un nombre incroyable de séries. Rappelez-vous, il poursuivait sans cesse l'agence Tourisque. Et nous avons Nicolas Hammond, premier Spider-Man dans les 2 téléfilms de notre jeunesse. Mais de quoi est-ce que vous parlez? À chaque fois que vous m'approchez, j'ai l'impression d'être pris dans un champ électromagnétique. Rêve mortel, le 10e épisode. Bon, là encore un espace clos et une androïde Ariana qui va inviter Jessica et Logan à roupiller, mais c'est pour analyser leurs rêves, quitte à y laisser la vie. Rem et Ariana ont une romance, bon, ça passe quand même, et les séquences de rêves sont par contre malheureusement souvent constituées de ralentis grossiers. C'est pas terrible, il faut le dire, si ce n'est que pour Rem et Ariana, leur petite romance est drôle et c'est lui le vrai héros de l'histoire. On a
arrive sur le 11e, Carousel, un très bon épisode où Logan a perdu la mémoire et revient en limier dans la cité des Dômes, contraignant Jessica et Ren d'y retourner aussi pour venir le sauver. Un épisode bourré d'incohérences, mais qui fonctionne pourtant parfaitement bien, puisque Francis fait confiance à Logan très voire trop facilement. Jessica se balade dans la cité des Dômes sans problème, mais où sont les traceurs bon sang? Jessica, qu'est-ce que tu fais ici? Et plein d'autres. Mais ça fonctionne, c'est bien rythmé, juste mal écrit. Stella. Tu es revenu, c'est bien toi? Je me demandais ce qui t'était arrivé. À noter la copine de Manimal et du Flash Gordon du film de Mike Hodge, Melody Anderson. Mais nous sommes à court de carburant et... Non, au contraire. Je suis désolé de vous avoir effrayé. Ombre dans la nuit, en panne avec leur véhicule par un soir d'orage, nos trois amis tombent sur une vieille demeure qui est bien sûr hantée. Oui, mais bonnes gens, avec fantômes et tout le tralala. Aucun intérêt si ce n'est l'ambiance qui n'a rien à foutre là, mais bon, c'est comme ça. Nous avons en acteur George Maharis, Barbara Babcock et Paul Banty qui jouent dedans, des acteurs vus dans des quantités de séries. Aucun livre n'est permis chez nous à part les livres saints. L'épisode 13, la ville des sables, bon là on touche le fond, tout simplement, nos héros sont capturés, alors tenez-vous bien, par des cavaliers du désert et condamnés à mort. Alors, nous on s'en fout, on sait que nos héros vont s'en sortir. Francis est dans le coin, il va essayer de les libérer pour les ramener à la cité. Alors, c'est sur les motivations que c'est gênant. Les femmes n'ont rien à dire aux hommes, c'est une loi. Avez-vous eu la permission de traverser nos frontières? Nous ne savions pas que... Tais-toi, femme, je ne t'ai rien demandé. J'ai dit on n'a pas le droit de lire, mis à part les écrits saints. Jessica se fait donc reprendre chaque fois qu'elle ouvre sa gueule. Ça rappelle un petit truc, à croire que les scénaristes veulent nous dire quelque chose, mais je ne vois pas. Et la femme qui montre son visage, est-elle votre femme? C'est ma compagne. En salaud, c'est Gérald McRaney, très connu pour son rôle de Rick Simon dans la série télé Simon et Simon ou NCIS Los Angeles. Ils me transportent par petits morceaux dans leur tour infernale. Tour infernale? Une machine qu'ils construisent. Et enfin le dernier, le 14, installation stellaire. Finir là-dessus, ça fait chier, mais bon, une communauté extraterrestre essaie d'ouvrir un portail afin d'envahir la Terre en créant le passage pour leurs alliés. Une espèce de balise lumineuse pour guider des vaisseaux spatiaux. Ces gens-là viennent d'une autre planète. Ils n'ont pas les pièces, ils vont donc se servir de REM, mais sont aidés par un gars qui vit tout seul dans les souterrains. Une bonne scène cependant dans un marais glauque et suintant, mais malheureusement coupé avec une créature qui n'apparaît pas. Un plaisir, mais le reste est très chiant. Ça ne coûte rien d'essayer, Timon. Si ceux qui nous ont mis là ont pu entrer, on doit pouvoir sortir. A noter que sur les épisodes en DVD, la version française passe en VO sous-titré pour les scènes qui avaient été coupées en France, sûrement pour réduire le temps à l'écran. La musique, elle, est très sympathique, surtout le thème principal parfait de Lawrence Rosenthal, qui écrira plusieurs épisodes associés à Gerald Himmel, Jeff Alexander et le grand Bruce Broughton, ici débutant. La musique fut distribuée par Filmscore Monthly en 2004. Une série donc clairement nostalgique, avec de gros défauts, mais qui reste si l'on décide de ne regarder qu'un épisode par semaine, pas plus, vraiment très rigolote. Elle restera anthologique pour les chercheurs de science-fiction que nous étions à l'époque. Je pense avoir réussi à couvrir à peu près ce que je voulais dire sur l'âge de cristal. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon aussi, qui va vous permettre d'avoir des vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives où l'on parle de musique de film à notre cinéma et où on se marre beaucoup. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye.